Cette émission vous est présentée par Pilège, laboratoire français expert en solutions probiotiques depuis plus de 30 ans. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, la première plateforme de podcast consacrée à la micronutrition, à la phytothérapie, que vous écoutez aussi d'ailleurs sur Nutri Radio. Plus de partage, plus de diffusion. On accueille régulièrement des acteurs de ce beau milieu de la santé naturelle. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a pris un abonnement. On adore l'écouter, nous expliquer pour mieux nous informer. C'est Emmanuelle Bocandé, médecin et directrice médicale du laboratoire Pilège. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Comment allez-vous, ça va ? Ça va très bien, merci. Le soleil est revenu, c'est parfait. Et oui, et puis je vous disais hors antenne, comment ça va à l'approche des vacances ? Je sais pas quand est-ce que vous, chers auditeurs, vous allez écouter ce podcast. Si ça se trouve, vous allez l'écouter en décembre 2027. Ça aurait été enregistré il y a un petit moment, mais nous sommes l'été 2025. Qu'est-ce que vous allez faire de beau pendant ces vacances, Emmanuelle ? Écoutez, je vais me reposer et bien évidemment vous écouter, Fabrice. Ah oh là là, ça. Et puis vous auriez dû dire la littérature des dernières études cliniques, parce que vous ne vous reposez. Ah mais ça bien évidemment, c'est une évidence. C'est tellement intégré que vous le précisez même plus. Aujourd'hui, nous allons vous proposer, chers auditeurs, une émission évidemment encore une fois très intéressante sur une thématique dont on parle de plus en plus, les écosystèmes microbiens féminins. Mieux les comprendre pour mieux les protéger. Alors pourquoi parler des microbiotes féminins, Emmanuelle ? Vous le savez, Fabrice, nous en avons déjà parlé, les microbiotes jouent un rôle fondamental dans la santé en général et notamment en termes de défense immunitaire. Ils sont présents au niveau intestinal, sur la peau, dans les poumons et bien évidemment aussi au niveau de la sphère génito-urinaire. Et si les premiers organes sont communs aux deux sexes, je ne vous apprendrai rien en vous disant que la zone génito-urinaire est, elle, très différente entre les hommes et les femmes. Il s'agit d'un élément qui est important à prendre en compte car cette particularité va avoir des conséquences spécifiques pour la santé des femmes. Bien évidemment en termes de confort local, mais pas seulement, et ce tout au long de leur vie. Et il est donc essentiel de bien les comprendre pour en prendre soin. Ces microbiotes féminins, quels sont-ils ? Alors, le plus connu, quoique moins bien connu que son homologue intestinal, est bien évidemment le microbiote vaginal. Ce microbiote est à l'état de biose, c'est-à-dire d'équilibre, beaucoup moins diversifié que le microbiote digestif dont nous avons déjà parlé. Et surtout, il est très dynamique, c'est-à-dire qu'il évolue au fil du temps, notamment en lien avec le cycle menstruel chez la femme en âge de procréer. Il contient différents micro-organismes comme des champignons, des virus, mais il est avant tout dominé par un genre particulier de bactéries, les lactobacilles. On parle par conséquent de dysbiose en cas de raréfaction de ces lactobacilles au profit d'autres micro-organismes. Le point critique, c'est qu'en fait, il existe différents types de lactobacilles associés à différents profils de microbiote vaginal. On parle de vaginotype ou de CST en anglais pour Community State Types. Et ils semblent ne pas tous avoir les mêmes impacts sur la santé des femmes. Alors, le microbiote vaginal dominé par des bactéries, les lactobacilles, est-ce que l'on sait pourquoi c'est les lactobacilles qui dominent ? Alors ça, c'est une bonne question parce que en effet, il faut savoir que le microbiote vaginal des femmes est très différent de celui des autres mammifères, y compris des primates. Alors, on est encore très loin de tout comprendre, mais il est certain que cette prédominance de lactobacilles permet la synthèse de molécules, comme par exemple l'acide lactique, ce qui donne au milieu vaginal un pH acide, inférieur à 5. Ces lactobacilles permettent aussi la production de peroxyde d'hydrogène et de bactériocines. Tous ces éléments combinés ont des propriétés physiologiques antimicrobiennes qui vont empêcher l'installation ou la croissance de bactéries pathogènes, qu'elles soient déjà présentes dans le microbiote à l'état physiologique ou transmises par un partenaire sexuel. Alors,
au-delà de ces fonctions de défense antimicrobienne, les bactéries présentes dans le microbiote vaginal jouent aussi certainement un rôle dans les questions de fertilité. Certaines études réalisées chez l'humain ont montré que les lactobacilles pouvaient d'une certaine manière sélectionner les spermatozoïdes en cas de sperme de mauvaise qualité et que certaines autres bactéries seraient directement associées à des troubles de la fertilité. Enfin, il est désormais établi qu'un microbiote vaginal déséquilibré peut retentir sur le bon déroulement d'une grossesse et avoir un impact sur le risque de prématurité. Vous avez parlé de plusieurs vaginotypes, les Community States Types, les CST. Quels sont-ils? Est-ce qu'ils ont le même impact sur la santé? Alors, il existe 5 CST qui ont été décrits par Jacques Ravel et son équipe, donc il y a quelques années. Donc 4 sont à prédominance de lactobacilles dont nous venons de parler. Alors, il y a Lactobacillus crispatus dans le premier, Lactobacillus gasseri dans le deuxième, Lactobacillus iners dans le troisième, Lactobacillus jansseni dans le cinquième. Les CST, donc 1, 2 et 5, dominés respectivement par donc Crispatus, Gasseri et jansseni, sont en général associés à une bonne santé vaginale, voire globale. Le CST3, qui est lui dominé par Lactobacillus iners, est plus controversé. En produisant moins d'acide lactique et de peroxyde d'hydrogène, les lactobacilles iners seraient le plus souvent associés à des microbiotes intermédiaires et moins en capacité de maintenir une activité antimicrobienne efficace. Alors le dernier CST, le CST4, lui se distingue radicalement des 4 autres. Ce ne sont pas des lactobacilles qui prédominent, mais des bactéries anaérobies, comme par exemple Gardnerella vaginalis, ce qui donne lieu en fait à des sous-catégories que je ne vais pas détailler ici. Il s'agit d'un vaginotype plus diversifié, dysbiotique, et la présence de ces bactéries va élever le pH et donc prédisposer à la prolifération de germes pathogènes. Emmanuelle Beaucandé, médecin et directrice médicale du laboratoire Pilège, est notre invitée aujourd'hui dans cette émission passionnante autour des microbiotes féminins. On revient juste après ceci. Et si vous pensiez votre santé autrement? Depuis plus de 30 ans, Pilège s'engage aux côtés des professionnels de santé pour permettre à chaque individu d'accéder à une santé durable. Laboratoire pharmaceutique familial français, expert en micronutrition, phytonutrition et probiotiques, Pilège propose des compléments alimentaires spécifiques et de haute qualité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pilège.fr. Pilège, nourrir la santé qui est en nous. Et oui, mesdames, messieurs, émission passionnante. Encore, on parle des microbiotes féminins, en particulier le vaginal, qui joue un rôle clé donc dans l'immunité, la fertilité et la grossesse. Leur équilibre est dominé par certains lactobacilles, varie selon les profils. On a vu qu'ils s'appellent CST, aux impacts très différents sur la santé, donc ces vaginotypes. Est-ce qu'ils sont uniques à chaque individu, Emmanuel ? Alors, comme tous les microbiotes, Fabrice, il existe une spécificité individuelle, mais comme je vous l'ai dit au début de notre entretien, le microbiote vaginal a la particularité d'être très dynamique. Si les femmes dites en âge de procréer tendent à conserver le même type de microbiote vaginal durant toute cette période, la composition de leur microbiote vaginal peut tout de même varier de manière significative d'un jour à l'autre, alors même qu'elles sont en bonne santé. Des études ont montré que certaines femmes étaient en dysbiose continue. D'autres alternaient entre dysbiose et eubiose au gré des événements intercurrents. Certaines n'avaient en revanche un microbiote déséquilibré qu'au moment des règles. Et enfin, certaines conservaient un microbiote stable au cours du temps, même en cas de perturbation extérieure. Donc, un autre élément aussi dont il faut tenir compte est que ces vaginotypes varient physiologiquement selon les groupes ethniques. Ah, ça c'est aussi très intéressant. Et en pratique, est-ce qu'on peut évaluer ce microbiote ? Alors oui, bien sûr. Traditionnellement, ça se fait par un examen direct microscopique des sécrétions vaginales après une coloration qui s'appelle la coloration de Gram. Cette coloration, elle va permettre de répertorier et de compter certains types de bactéries et d'établir un score, dit score de Nugent. Au-delà du fait qu'elle est examinateur dépendant, cette méthode a pour inconvénient de ne pas être capable de dissocier
une espèce de lactobacille d'une autre. Et nous avons vu juste avant que tous les lactobacilles ne se valaient pas. C'est pourquoi se développent aujourd'hui des tests utilisant la métagénomique. Et les interrogations portent aujourd'hui sur l'impact du caractère très dynamique de ce microbiote sur les résultats en fait de ces tests. Vous avez parlé de plusieurs microbiotes. Ces autres, quels sont-ils ? Alors, on a parlé du vaginal, toujours dans le vagin. On parle également de microbiote cervical, c'est-à-dire un microbiote spécifique du col de l'utérus. Il est proche du microbiote vaginal, quoique un peu plus diversifié. À proximité du vagin, de plus en plus de travaux étudient le microbiote endométrial, c'est-à-dire le microbiote de la cavité utérine. Ils font l'objet de nombreuses controverses, puisque comme les poumons, l'utérus a toujours été considéré comme stérile. Certains chercheurs évoquent une prédominance de lactobacilles, comme dans le vagin, que d'autres contestent. La majorité s'accorde en revanche sur le fait que la quantité de micro-organismes présents dans la cavité est bien plus faible que dans le microbiote vaginal voisin. L'objectif de ces études est notamment de comprendre l'impact éventuel de ce microbiote sur la fertilité et sur le taux de réussite ou d'échec de certaines techniques de procréation médicalement assistée, comme les fécondations in vitro. Toujours un organe longtemps considéré également comme stérile, la vessie. Elle fait aussi l'objet d'études. D'après les données disponibles, il semble que le microbiote vésical soit assez pauvre. Il a toutefois été possible, comme pour les autres microbiotes humains, d'établir des profils selon le genre bactérien dominant. On parle ici d'urotype. Le plus courant étant également dominé par les lactobacilles. Les études tentent aujourd'hui d'évaluer une potentielle association entre un microbiote urinaire dysbiotique et certains troubles de la vessie, comme par exemple l'incontinence urinaire d'urgence. Alors, si maintenant on sort de l'organisme, il y a aussi les microbiotes vulvaires et périnéales. Ils sont plus diversifiés que le microbiote vaginal et le déséquilibre de ces microbiotes peut avoir un retentissement local d'ordre dermatologique, mais aussi vaginal et urinaire. En effet, compte tenu chez les femmes de la proximité anatomique de ces zones avec l'orifice anal, des micro-organismes pathogènes comme Escherichia coli ou Candida albicans peuvent s'y implanter. Après, il y a aussi chez la femme allaitante, on peut penser au microbiote de la zone mammaire. Il faut savoir que la composition en bactéries du lait maternel varie en fonction de l'âge de l'enfant et qu'on trouve également des bactéries au niveau de l'aréole mammaire que l'enfant donc peut capter au moment de la succion. Alors, des études ont estimé qu'au cours des 30 premiers jours de vie, les nourrissons qui étaient nourris en majorité au sein recevaient environ 30% de bactéries provenant du lait maternel et 10% de la peau justement de l'aréole. Associés aux oligosaccharides spécifiques du lait qui sont appelés les HMO, pour Human Milk Oligosaccharides, qui alors eux ont plutôt un rôle prébiotique, cet apport bactérien va contribuer à structurer le microbiote intestinal du nouveau-né et ainsi programmer ses systèmes immunitaires et métaboliques, avec bien évidemment un impact à long terme sur sa santé, la santé de cet enfant durant sa vie entière. Et puis, bien évidemment, comme chez l'homme, le microbiote intestinal tient une place centrale dans la santé des femmes. Eh bien, dites donc. Mesdames, messieurs, si vous venez d'arriver sur le live de Nutri Radio, que vous écoutez ça, vous dites mais c'est passionnant. Donc là, c'est le podcast qui est dispo, bien évidemment, si vous êtes sur NutriCast. Mais donc, ce microbiote féminin qui ne se limite pas au vagin, col de l'utérus, endomètre, vessie, vulve, périnée et zone mammaire, qui héberge aussi donc des flores spécifiques au rôle clé dans la fertilité, l'immunité ou encore la santé du nourrisson. Des déséquilibres qui peuvent avoir des répercussions locales et systémiques, on l'a bien compris avec vous. Alors quand vous parlez du microbiote intestinal, Emmanuel, vous parlez de santé digestive ou de santé intime ? Mais des deux, Fabrice. En
En fait, vous savez, on en a déjà discuté, on pense aujourd'hui que beaucoup de ces microbiotes sont interconnectés. Bien évidemment, alors là, quand on parle de la zone génito-urinaire en raison de leur proximité géographique, mais aussi par d'autres voies. Donc, si on prend par exemple les microbiotes vaginaux, vaginal et intestinal, ils ont une relation intime qui va influencer la santé globale des femmes. Alors, ça passe d'abord par les hormones sexuelles. Chez les femmes en âge de procréer, le métabolisme des estrogènes est en effet régulé par ce qu'on appelle l'estrobolome, c'est-à-dire un ensemble de bactéries intestinales qui vont être capables de métaboliser les estrogènes. Et cet estrobolome, il va donc moduler la quantité d'estrogène excédentaire qui va être soit expulsée ou réabsorbée dans l'organisme. Donc, lorsque cette activité est altérée, typiquement en cas de dysbiose, il peut y avoir par exemple un extrait d'estrogène qui va passer de l'intestin à l'endomètre ou au vagin via la circulation sanguine. Les métabolites présents dans l'intestin jouent également un rôle dans la régulation des estrogènes circulants, notamment ceux qui ont un effet sur le système nerveux. On reparle de nouveau de cet axe intestin-cerveau. En cas de dysbiose, il va pouvoir y avoir une stimulation cérébrale qui, en retour, va entraîner une augmentation de la production d'estrogène par les ovaires, qui va par exemple aboutir à un état d'hyperostrogénie. Donc, une augmentation des estrogènes dans le vagin va à son tour favoriser la production de glycogène qui va permettre de nourrir les lactobacilles, mais aussi les candidats albicans résidents, augmentant ainsi le risque de déséquilibre et d'inconfort local. Alors, il y a des travaux, là c'était pour la cascade hormonale, mais il y a aussi des travaux qui ont montré l'existence d'une translocation bactérienne, c'est-à-dire un transfert de bactéries, et notamment de lactobacilles, entre le rectum et le vagin. Cela marche aussi entre le vagin et la vessie. Donc, il y a des espèces bactériennes vaginales qui vont être fréquemment détectées dans les cultures d'urine et le vagin peut servir de réservoir à Escherichia coli et à d'autres uropathogènes. Celles-ci peuvent notamment, via des interactions avec le système immunitaire, modifier l'équilibre local. Donc, tous ces éléments, en fait, suggèrent qu'un microbiote intestinal équilibré implique un microbiote vaginal, voire urinaire, en bonne santé. Et c'est aussi pour toutes ces raisons que certains parlent d'un axe cerveau, intestin, vagin, vessie. Voilà, ça a l'air clair quand c'est dit par Emmanuel Bocandé, qui est notre invité. Donc aujourd'hui, on va marquer une dernière pause et on se retrouve dans un tout petit instant sur NutriCast et sur Nutri Radio. On parle, c'est une émission spécifiquement féminine. On voit à quel point le microbiote intestinal influence directement la santé intime via l'estrobolome. Moi, j'adore ces noms là, l'estrobolome, qui régule les oestrogènes, mais aussi par la translocation bactérienne et interaction immunitaire. Un déséquilibre intestinal qui peut ainsi perturber, Emmanuel Bocandé l'expliquait il y a un instant, le vagin, la vessie et même l'axe cerveau-intestin-vagin. Qu'est-ce qui peut perturber ou faire évoluer ces écosystèmes, Emmanuel? Alors, nous l'avons déjà évoqué, les hormones sexuelles, et en particulier les oestrogènes, jouent un rôle essentiel dans la composition du microbiote vaginal, tout au long de la vie. Il faut savoir que le pH vaginal d'une jeune fille évolue de la naissance à la prépuberté, pour devenir neutre ou légèrement alcalin. À cette période, il y a une faible abondance de lactobacilles. Puis, au début de la puberté, avec l'augmentation justement des taux d'estrogène, le microbiote va évoluer vers celui des femmes adultes. Avec la diminution des taux d'estrogène pendant la ménopause, le microbiote vaginal va également subir de nombreux changements. Il va là, pour le coup, se diversifier avec diminution de la dominance des lactobacilles et augmentation de la richesse microbienne affectant la santé des femmes et augmentant leur vulnérabilité. Ce déséquilibre peut déclencher une inflammation chronique à l'origine de nombreux troubles. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de se préparer à ces changements dès la périménopause. Une flore vaginale de bonne qualité permet en effet de diminuer les symptômes et d'améliorer sa qualité de vie.
Chez les femmes en âge de procréer, il va y avoir les règles et c'est l'état qui est identifié comme un facteur majeur de perturbation du microbiote vaginal. On en a déjà précédemment parlé. Ces règles sont marquées par une diminution du taux d'estrogène endogène, ce qui favorise une baisse temporaire des lactobacilles protecteurs et une augmentation du pH et de la diversité bactérienne, ce qui peut rendre le vagin là encore plus vulnérable. Alors, tout comme pour le microbiote intestinal, on a aussi d'autres facteurs liés au mode de vie qui vont pouvoir influencer la composition du microbiote vaginal, à commencer par les pratiques d'hygiène personnelle, comme l'utilisation de savon, de sprays intimes ou de cosmétiques, qui vont pas respecter cet écosystème local. Mais il peut y avoir aussi les protections menstruelles, les cups, les douches vaginales. Ces dernières, les douches vaginales, semblent d'ailleurs être fortement associées à un risque accru de dysbiose. Certaines habitudes sexuelles et la multiplicité des partenaires sont également des facteurs connus de dysbiose. Alors, peut-être moins connus, mais pour autant très délétères, il y a aussi le tabac. Le tabac, en fait, va affecter le système immunitaire et la production de métabolites au niveau local. Et donc, ça va entraîner un risque une dysbiose vaginale. La consommation d'alcool ou une alimentation riche en aliments transformés, avec des graisses saturées, des glucides, peut également altérer le microbiote vaginal en diminuant le nombre de lactobacilles et donc diminuer ainsi aussi les défenses antibactériennes vaginales associées. Et ces consommations sont aussi souvent liées à un état de stress dont on sait qu'il augmente dans nos sociétés. Et il faut savoir, Fabrice, je ne sais pas si vous le savez, mais que les femmes subissent davantage de stress que les hommes. Et les effets du stress semblent s'étendre jusqu'à leur vagin. Et certaines recherches suggèrent que le stress chronique, va pouvoir influencer la composition du microbiote vaginal, probablement en lien avec un système immunitaire dérégulé et un taux de cortisol élevé, ce qui va aboutir à une diminution du glycogène vaginal, une moindre abondance de lactobacilles, un pH vaginal augmenté et une réponse pro-inflammatoire accrue. Donc on est toujours en lien avec cet axe cerveau, intestin, vagin, vessie dont nous avons parlé. D'autres facteurs comme le surpoids, l'obésité peuvent aussi être à l'origine de déséquilibres et ce indépendamment de l'origine ethnique. Là encore en lien avec des perturbations métaboliques, hormonales, immunitaires. Et puis il y a bien évidemment aussi la prise d'antibiotiques sur laquelle je ne reviendrai pas. Et la liste est encore longue et les recherches nombreuses à ce sujet. Alors Emmanuel, vous avez quand même dit que les femmes subissent davantage de stress que les hommes. Je ne peux pas vous laisser dire ça, messieurs, réveillons-nous, que se passe-t-il? Ça c'est vrai, c'est les femmes subissent davantage de stress que les hommes? Eh oui, la charge mentale des femmes est très importante. Bon, ça, ce sera l'objet d'une autre émission, mais je vous taquine bien évidemment sur ce sujet. Où en est la recherche? Vous parliez de la recherche il y a un instant. Alors, cette recherche, elle avance dans différents axes. J'ai déjà évoqué l'impact du microbiote de la zone mammaire et du lait dans la transmission mère-enfant, les microbiotes gynécologiques, la fertilité, l'axe intestin-cerveau, l'environnement hormonal, les interventions nutritionnelles, l'hygiène. Et là, je vous le dis encore, la liste est loin d'être exhaustive. Par contre, je profite de cette antenne pour mentionner le projet Madeleine, un projet en lien avec celui qui a été mené par le professeur Sarah Lieber en Belgique et qui s'appelle ISALA. Donc c'est une étude citoyenne dont l'objectif est de comprendre une potentielle transmission du microbiote vaginal en suivant le microbiote vaginal sur 3 générations de femmes, donc les grands-mères, les mères et les filles. Le recrutement débutera cette année et je vous invite à vous tenir informé des avancements de cette étude via la Fondation Pilège et la page Instagram qui lui sera dédiée. Ah, ça, c'est très intéressant. On a reçu des messages de nombreuses femmes qui nous écoutent. Mais Fabrice, tu ne connais rien. Évidemment, on est plus stressé. Et oui, c'était une... Non, je plaisante également. On n'a reçu aucun message puisque ce podcast est enregistré. Mais voilà. Comment on arrive à la fin de cette émission concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de ces microbiotes? Que peuvent faire les femmes pour en prendre soin?
Alors heureusement, il y a beaucoup d'actions qui peuvent contribuer à prendre soin de ces microbiotes. Et cela passe notamment par une alimentation variée, riche en fibres, en micronutriments, avec un apport limité en sucre et en matières grasses et une hydratation suffisante. Ensuite, au niveau local, une hygiène intime douce et adaptée. Il faut éviter les douches vaginales, les produits irritants, la surhygiène locale. Bah oui, l'hygiène excessive peut aussi être un déclencheur de dysbiose vaginale. En revanche, il vaut mieux conseiller aux utilisatrices de cup de les stériliser régulièrement. Il est également important d'éviter de multiplier les partenaires sexuels sans se protéger. Le port de vêtements aussi doit être adapté, pas trop serré, plutôt en coton qu'en matière synthétique. Voilà. L'hygiène du stress. On vient d'en reparler, via les techniques de cohérence cardiaque, de yoga, voire pourquoi pas des psychobiotiques. D'autres biotiques spécifiques des désagréments de la sphère intime peuvent également être utiles, et ce toujours sur recommandation d'un professionnel de santé. Et puis, bien évidemment, dans la même idée, il faut éviter toute automédication, surtout antibiotiques. Ça, c'est clair. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, encore une fois, si vous êtes sur le live de Nutri Radio, et vous allez refaire ce podcast qui est disponible sur toutes les plateformes, mais quels sont les messages clés à retenir ? Alors, très clairement, les microbiotes féminins sont multiples, dynamiques, interdépendants. Alors, certains, bien évidemment, sont communs aux hommes, mais d'autres sont spécifiques de la femme. Donc, mesdames, prendre soin de ces microbiotes, c'est prendre soin de sa santé durable, de façon durable et globale. Alors, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à consulter la 3e édition de notre campagne institutionnelle Bien-être Femmes. Cette année, elle est placée sous le signe de la mise en mouvement vers une santé durable. Et le top départ a été donné le 2 juin et elle s'étend jusqu'au 22 juillet. Vous y retrouverez notamment des professionnels de santé comme Olivier Marpeau, qui est gynécologue, Charline Gaillot, qui est sage-femme, Sarah Longer, qui est médecin généraliste, et Léa Pateras-Pescara, qui est pharmacien. Donc autant de professionnels de santé qui pourront vous donner des conseils utiles pour prendre soin de vos microbiotes. Eh bien, merci beaucoup Emmanuelle Bocandé, médecin donc et directrice médicale du laboratoire Pilège, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de ces écosystèmes microbiens féminins. Maintenant, vous les comprenez mieux, vous pouvez donc mieux les protéger. Et moi, je vous conseille, je vous invite vraiment à partager ce podcast avec vos amis, à le commenter, mais aussi à le partager, parce que ces informations-là, là, on en parle nous sur NutriCast, Nutri Radio régulièrement, là avec un axe aussi précis, pas souvent. Donc ouais, il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de démocratisation, de vulgarisation, pour qu'on puisse vivre mieux tous ensemble. Merci beaucoup Emmanuelle. Merci Fabrice. Bonne journée sur NutriCast et sur le live de Nutri Radio pour découvrir tous ces podcasts d'intérêt.